Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Branché TV pour ce nouveau live, cette formation consacrée ce soir à la prise en charge du choc septique avec le docteur Olivier Leroy. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alexia, bonsoir à tout le monde. Olivier Leroy qui est donc infectiologue au CH de Tourcoing et qui est aussi directeur médical de Branchet et qui s'occupe évidemment du pôle infectiologie, donc il connaît bien son sujet. À ma gauche, le docteur Patrick Georges-Avordios, qu'on ne présente plus, que vous connaissez tous, qui était d'ailleurs ancien directeur médical de Branchet et qui aujourd'hui est directeur médical de Branchet Solutions et président d'Aspro. Patrick Georges s'occupera de la modération. Nous serons également avec le professeur Hervé Boisize, qui est en duplex depuis Nancy. Salut Hervé. Bonjour tout le monde, bonjour Alexia. Hervé, donc, qui lui s'occupe du pôle anesthésie-réanimation et qui ce soir travaille à l'hôpital, mais qui quand même nous consacre un peu de temps. Donc merci beaucoup Hervé et merci à vous deux parce qu'aujourd'hui avec les grèves c'était pas évident, c'est pour ça qu'il y a eu des couacs sur les horaires, on est vraiment désolé. Donc là on commence maintenant parce que vous étiez déjà une quarantaine de connectés et on veut pas vous faire trop patienter, mais effectivement initialement nous avions prévu 20h pour au cas où il y ait des débordements et des trains en retard, donc c'était un peu l'objectif. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce live. En ce qui concerne le live, il y aura un cas clinique avec 10 questions autour de ce cas que je vous enverrai dans le chat avec donc une question avec réponse à choix multiples et on débriefera juste après les bonnes réponses avec Olivier Leroy, Patrick Georges et Hervé. Donc excusez-nous encore pour les couacs sur les horaires. Olivier, je te laisse la parole. Merci. Voilà. Donc je vais vous présenter un cas clinique avec une dizaine de questions concernant la prise en charge et le diagnostic du choc septique. Donc pour ceux qui vont nous rejoindre aux alentours de 20h à cause de ces problèmes inhérents à la grève, on peut prendre le cas clinique en cours de route, il n'y a aucun problème. L'histoire est répétée à chaque début de question, donc ils ne vont pas être perdus, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Donc j'ai un certain nombre de conflits d'intérêts qui sont liés un petit peu au cabinet Branchet, puisque comme l'a dit Alexia, je m'occupe de l'infectiologie et je suis directeur médical. Là je vous ai vu une magnifique photo de la grande ville de Lille au moment de Noël, parce que c'était trop beau, donc... je suis obligé de vous montrer cette photo. Magnifique. Alors, un cas classique d'un patient standard, 75 ans. Il se voit découvrir au cours d'une coloscopie une néoplasie du côlon gauche. Donc, il n'a pas d'autres antécédents. Il est un petit peu rondouillard, il a un syndrome d'apnée du sommeil, mais à part ça, pas grand-chose. Et donc, il est opéré le 3 mai 2020 d'une colectomie par célioscopie. Bon, l'intervention se passe bien. Les suites sont parfaitement simples. Et puis le 5 mai, il va un petit peu moins bien. Toute la journée, l'infirmière a constaté qu'il était tachycarde. Et puis à 22h, le patient est angoissé, agité, ne le trouve pas bien, prend sa tension. Donc il y a 95-60. Et le patient n'a pas d'hyperthermie. Alors, cette infirmière, elle fait bien son travail, donc elle appelle le médecin de garde, et en l'occurrence, c'est vous. Et donc, quelle doit être l'attitude que vous devez avoir? Donc, je vous posais un certain nombre de questions. Il peut y avoir bien évidemment plusieurs réponses possibles. Et donc, est-ce que vous devez évoquer une embolie pulmonaire et demander un angioscanner pulmonaire? Est-ce que vous devez proposer l'administration d'un sédatif chez ce patient qui est angoissé? Évoquer un sepsis et vous dire je vais demander un scanner abdominal. Aller voir le malade et prescrire du ringerlactate 1 litre sur 4 heures. Merci Olivier. Alors j'ai lancé le sondage, donc on va peut-être attendre un petit peu comme d'habitude parce que c'est le temps que les spectateurs du live, les médecins regardent. Et là, on a quelques tendances. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas si...
Voilà, on peut peut-être commenter d'autres choses. Donc c'est vrai que ce soir, il y a une majorité d'anesthésistes, mais ce live, hein, on est bien d'accord, Olivier, qui s'adresse aussi aux chirurgiens. Bien sûr, il s'adresse à la fois au diagnostic et la prise en charge du choc septique. Et donc, il faut rappeler à tout un chacun qui est un petit peu docteur, qui peut faire le diagnostic de choc septique. Et donc là, les questions que j'ai posées, donc le malade est un peu essoufflé, donc on peut toujours se demander s'il n'a pas fait une embolie pulmonaire. Alors on est à J3 post-opératoire, généralement ils ont une prévention des thromboses veineuses, mais bon, ça peut arriver. Il peut être angoissé, 75 ans, il peut avoir un peu perdu ses repères. Il peut avoir un sepsis parce qu'il a été opéré au niveau de l'abdomen. On peut essayer de le remplir parce que ce patient, il est usuellement hyper tendu. Et puis, aller le voir. Voilà. Donc, est-ce qu'on a les réponses ? Là, j'ai 23 répondants pour l'instant. Ouais. La majorité ont répondu évoquer un sepsis et demander la réalisation d'un scanner abdominal et se déplacer au chevet du patient. Et vient ensuite prescrire l'administration de Ringer lactate. C'est tout. Après, la première réponse est suivie de la deuxième en dernier. D'accord. Okay. On peut montrer les bonnes réponses en direct. Alors, la bonne réponse, c'est se déplacer. Alors, prescrire un scanner abdominal, c'est bien évidemment loin d'être stupide, puisqu'on finira par le faire. Évoquer un sepsis aussi, bien évidemment. Mais je pense que dans la majorité des systèmes de santé, à 22 heures, si vous prescrivez un scanner abdominal, il va quand même falloir vous déplacer pour emmener le malade au scanner, parce que le scanner ne va pas venir dans son lit. Donc, il y a un moment ou un autre, la bonne démarche, c'est se déplacer au chevet du patient. Hervé, est-ce que tu peux dire un tout petit peu, au vu de notre expérience commune et des nombreuses expertises que nous avons fait ensemble, sur l'importance de ce déplacement ? Oui, on en a fait de nombreuses. J'espère qu'on aura encore de nombreuses à faire, parce que c'est passionnant de travailler avec toi, mon cher Olivier. Merci. Et donc, effectivement, moi, quand je lis ce cas clinique, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il est obèse, donc on ne pourra pas trop compter sur l'examen clinique, en particulier abdominal. On a souvent en expertise, justement, puisque tu me poses la question, les chirurgiens qui sont d'accord sur le fait que chez un patient obèse, l'examen clinique abdominal n'a pas une valeur très importante. Ça, c'est les premières choses à retenir. Deuxièmement, il a une hypertension artérielle. Il faudrait savoir quels sont ses traitements, mais il y a des traitements qui vont interférer avec probablement la suite de ce patient. Il faudra qu'on en reparle ultérieurement. Donc oui, c'est vrai que les gens qui ne se déplacent pas, c'est un piège mortel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai refusé de prendre des astreintes et je prends des gardes. C'est évidemment pas l'attitude que je vous conseille d'avoir, mais simplement, je pense qu'on peut se faire avoir très facilement en astreinte parce que on est chez soi au chaud et se déplacer, c'est compliqué. Il se trouve que souvent, quand l'histoire est banale, moi, j'ai tendance à dire la première fois, on donne des consignes à l'infirmière et on demande à être rappelé une demi-heure après. Et moi, de toute façon, je ne dormirai pas avant d'être rappelé. Donc, si l'infirmière oublie de me rappeler, je la rappellerai pour être sûr que ce que j'ai mis en place comme thérapeutique fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, je me déplace. Là, ici, on a quand même des signes de gravité avec une tachycardie importante, c'est un patient qui est agité, une pression artérielle basse. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation, il faut se déplacer. Donc, c'est vraiment important parce que toutes les catastrophes qu'on a vues résultent finalement d'une attente. La nuit va passer, on va se dire, bah voilà, demain, il y aura la relève, ils seront plus en forme, ils pourront avoir un œil nouveau. On fait une prescription par téléphone et ça, au cours des expertises, c'est catastrophique parce qu'évidemment, l'expertise, si elle est présente, c'est que le patient ou la patiente a souffert, a des séquelles, et ne pas se déplacer alors que l'infirmière vous a appelé au téléphone n'est pas acceptable dans ces conditions-là. Voilà, je pense qu'on partage tous cette opinion-là. Une remarque, Patrick Georges, peut-être ? La remarque, c'est tellement important qu'on a prévu un live qui va s'appeler « Les pièges de l'astreinte », qu'on fera d'ailleurs avec un de nos avocats préférés, parce que c'est tellement vaste et tellement important comme problème. Donc, je ne veux pas vous dévoiler ça, mais le jour où on le fera, ce sera important
de le regarder, puisque ce sera notamment basé sur des vraies questions qu'on a eues dans le cadre du H24 ou de la sinistralité. Donc vous verrez qu'il y a de quoi parler. Merci Patrick Georges. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et ceux qui nous rejoignent, il est bientôt 20h. On a démarré un peu plus tôt, comme on le disait en début de live, puisque vous étiez très nombreux déjà connectés et certains avaient des impératifs. Voilà, Olivier, je te laisse la parole et poursuivre cette présentation. Merci. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, c'est un patient opéré d'abdomen et qui, J2, J3, va un peu moins bien. Et donc, le conseil appuyé, c'est déplacez-vous quand l'infirmière vous appelle. Je peux rajouter, sans malice et sans viser personne, l'infirmière va marquer sur le dossier qu'elle vous a appelé. Elle va marquer à quelle heure elle vous a appelé, à quelle heure éventuellement elle vous a rappelé. Donc, si vous ne vous déplacez pas, c'est noté, c'est tracé. Donc, je pense qu'il faut vous déplacer et tracer votre arrivée, tracer votre examen clinique, puisque c'est vous qui allez débuter la prise en charge chez ce patient. Alors, vous arrivez donc au chevet du patient, donc il est fébrile, 38,7. Sa tension artérielle s'est encore un petit peu dégradée, hein, 85,60, un peu polypnéique. Il est marbré, l'abdomen est un peu douloureux, et puis finalement, lorsqu'on regarde bien sa diurèse, il est 22h, je vous rappelle, hein, et depuis 14h, il n'a pas uriné beaucoup, hein, 250 ml. Donc vous évoquez un sepsis. Le message, il est là. Hein. Si vous avez des marbrures, une tachycardie, une confusion, une polypnée, tout ça doit vous faire évoquer un sepsis. C'est peut-être un des premiers diagnostics à évoquer chez un patient qui en plus a des facteurs de risque, puisqu'il vient d'être opéré de l'abdomen. Et donc, chez ce patient, est-ce que vous allez demander des examens biologiques et si oui, lesquels, hein, pour apprécier les dysfonctions d'organes? Donc, une numération formule sanguine avec la numération plaquettaire, un dosage de la créatinine sanguine, la réalisation d'une gazométrie artérielle avec dosage du lactate. Et si vous n'avez pas possibilité de gaz du sang, un dosage du lactate veineux, hein, ça fait l'affaire. Dosage de la bilirubine totale et puis un bilan d'hémostase avec TP ou INR, TCA, dédimère et fibrinogène. Donc voilà, on va vous laisser réfléchir quelques instants. Et donc, quels sont les examens que vous allez demander à être réalisés par l'infirmière? Entre-temps, Patrick Georges, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait 2 remarques. La première, c'était à J2 post-op, ça ne peut être qu'une complication sérieuse. Je ne reçois pas les questions. On est d'accord. Voilà, et la deuxième, c'était comment émarger. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Comment émarger ce soir? Non, je ne sais pas. Comment émarger donc, je ne sais pas si le médecin peut préciser, Myriam Gosset, si vous pouvez préciser ce que vous vouliez dire. Mais voilà. Je ne sais pas si ça a un lien avec le cas ou pas, je ne pense pas, mais c'était comment émarger. Comment émarger, je pense que c'est pour ce soir. Hein. Donc voilà, tu as lancé le... Oui, je l'ai lancé, bien sûr. Il y a eu 30 répondants, 31. Bien. Alors là, il y a une majorité pour la 3e option, donc gazométrie artérielle avec dosage du lactate. Ensuite, c'est la première réponse qui vient, suivie de la 2e. Voilà. D'accord. Donc on peut peut-être montrer les bonnes réponses et on laisse les autres votants... Tout à fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait... On va laisser tous les votants à leur désarroi. Hein, puisque, oui, voilà. En toutes les réponses sont bonnes. Bon. Toutes les réponses sont bonnes, puisqu'on veut, par ce bilan sanguin, le plus exhaustif possible, explorer le fonctionnement de tous les organes. Donc là, je vais laisser la parole au professeur Boisiz à propos du score SOFA et de ce qu'on en attend. Donc le score SOFA, c'est un score de défaillance d'organes, comme on peut l'observer sur les différents paramètres qui sont mesurés, les plaquettes, la bilirubine, la ventilation, l'hypotension, la créatinine pour le rein, évidemment. Et donc, c'est un score qui va nous orienter vers un sepsis dans le contexte dans lequel se trouve le patient. Je vous rappelle que on peut demander aux infirmières de surveiller le Quick SOFA, qui est très différent. Le Quick SOFA est basé sur essentiellement la fréquence respiratoire, qui, au-delà de 22, enfin à partir de 22 par minute, est un signe d'alerte.
la pression artérielle systolique en dessous de 100 mm de mercure et également les troubles de fonction supérieure. Et quand on a 2 de ces 3 signes sur le quick SOFA, on sait que le malade doit être surveillé parce qu'il pose un problème. Là, on est sur le SOFA, ce qui est affiché là actuellement à l'écran, et le SOFA, c'est vraiment le score de défaillance d'organes qui, encore une fois, nous oriente vers le sepsis dans le contexte du patient. Donc, je pense qu'il faut savoir utiliser ces scores, en particulier le quick SOFA pour dépister les malades qui ne vont pas bien, et le SOFA pour essayer de voir quels sont les organes qui commencent à être touchés dans le cadre du sepsis. Voilà ce que je peux dire en première approximation. Alors, l'important, hein, c'est cette diapositive-là. Hein, donc, le calcul du score SOFA permet d'affirmer le diagnostic si jamais on veut rentrer le malade dans une cohorte. Hein, voilà, il est en choc septique parce qu'il a une infection et des dysfonctions d'organes telles que définies par le score SOFA. Bien évidemment, il ne faut pas attendre le résultat de ces examens pour poser un diagnostic qui est clinique. Hein. Le malade est à risque d'infection, il est marbré, polypnéique, confus, hypotendu, ça va, c'est bon, vous en avez assez pour dire qu'il est en choc septique et commencer le traitement. Le bilan biologique qu'on vous a proposé, hein, qui est exhaustif, c'est pour avoir des valeurs objectives qui permettent d'apprécier la gravité du sepsis et de ses conséquences, de ce choc septique, mais ce n'est pas forcément un élément diagnostique qui va permettre de dire, voilà, j'attends les résultats, et puis quand j'aurai tout, je dirai s'il a ou pas un choc septique. Hein. Bien évidemment, il faut commencer avant à prendre en charge ce malade. Voilà ce que... On va en parler à plusieurs reprises hein, dans cette soirée. Donc, c'est les recommandations internationales hein, qui ont été publiées en 2021, donc toutes récentes. Vous savez que cette campagne hein, de Sepsis Campaign, elle date de plus de 10 ans, et puis il y a des mises à jour régulières hein, du comité éditorial. Et donc, voilà, ils ont publié ça en 2021. Donc, on va voir au cours de cette soirée toutes les recommandations, enfin une partie de leurs recommandations. Et donc, la première recommandation, c'est qu'il faut doser les lactates, parce que les lactates sanguins, ça permet de montrer qu'il y a malheureusement une souffrance tissulaire ou cellulaire, une hypoxie tissulaire. Et donc, c'est un argument pour dire, voilà, il y a un choc septique, et il est malheureusement grave, puisqu'on a déjà une souffrance cellulaire. Donc, ça, c'est la recommandation. Si vous avez moyen d'avoir des gaz du sang, eh ben sur un gaz du sang, sur un prélèvement artériel, si vous n'avez pas sur un prélèvement veineux, je dirais pourquoi pas. Alors, chez ce patient, donc, vous êtes à son chevet, vous avez assez d'arguments pour dire que ce patient est en choc septique, et donc pour restaurer la perfusion tissulaire, en attendant les résultats de tous les prélèvements biologiques qu'on a vus, qu'est-ce que vous allez faire ? Perfuser 30 ml kg de ringère lactate sur 3 heures, perfuser une sérum albumine diluée à 4%, 500 ml en 1 heure, du plasmion 500 ml en 1 heure, du volumène 500 ml en 1 heure, à renouveler éventuellement comme pour le plasmion, ou bien mettre en route une perfusion de dopamine à raison de 5 gamma-kilominutes. Donc voilà, je vous laisse réfléchir et voter pour ces 3 propositions. Au chevet du malade, il est 23 heures. Hein. Vous êtes arrivé, vous avez fait le diagnostic, le prélèvement sanguin a été fait, et vous allez commencer le traitement du patient. C'est parti. C'est parti. Je l'ai. Alors, en attendant, docteur Gauzet, vous avez dit on me demande un code pour la réunion de ce soir. Je vous ai répondu. Est-ce que vous voyez le live ? De quel code parlez-vous ? Parce que si vous parlez d'une session DPC ce soir, ce n'est pas DPC. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. Il faudrait être plus précis sur votre demande. Voilà. En attendant, sur le sondage, eh bien, il y a 34 répondants et 94% ont... Oui, pardon. Il y a combien de personnes ? Je ne sais pas, parce que tout à l'heure, il y avait 50 personnes qui ont voté pour la deuxième question. D'accord. Donc là, on est passé à 38. On va donc, peut-être attendre un petit peu que les gens votent. On va attendre un petit peu, mais il y a une grosse tendance quand même. Là, grosse tendance. C'est très très clair pour la première réponse, 90%. D'accord. Et là, ils sont 41. On peut attendre un petit peu. On peut attendre un petit peu si vous le souhaitez.
Ça tombe bien si c'est là. Mais non, mais il faut laisser un peu de... Ça tombe bien. 46 répondants. Vas-y. Allez, voilà, 46 répondants. Et oui, c'était bien ça. Bravo. Bon, c'est la bonne réponse. Hein. Donc, C'est rassurant quand même. C'est un côté rassurant. Il faut à tout prix remplir le malade, et le plus vite possible, et de façon assez importante. Hein. Un individu de corpulence normale, hein, on arrive rapidement à 2 litres et demi sur 3 heures. Donc on imagine qu'il faut une bonne voie veineuse, peut-être 2 voies périphériques, mais il faut se dépêcher de faire ce remplissage. Donc voilà les recommandations hein, les recommandations internationales hein, de 2021. Donc est-ce que tu veux dire quelque chose, Hervé ? Oui, je voulais juste évoquer le fait qu'on peut utiliser pour remplir une solution un peu mieux équilibrée que le rigueur lactate, par exemple. Ça, c'est possible. Que les HEA sont complètement contre-indiqués, c'est important parce que, mais peut-être tu vas le dire là, oui. Mais j'ai en tête enfin en soutenir une expertise dans laquelle l'anesthésiste avait utilisé les HEA et ça avait été évidemment pointé par l'expert comme quoi c'était pas quelque chose qu'il fallait faire et que c'était donc à l'encontre des recommandations. Donc c'est important, il faut commencer effectivement par soit du Ringer lactate, soit une solution mieux équilibrée que le Ringer lactate qui existe. Et c'est une quantité relativement importante, effectivement, il faut avoir des bonnes voies veineuses. Ouais, si je peux juste rajouter on en a souvent parlé de cette histoire de remplissage intense, et c'est choquant par rapport aux habitudes qu'on a de remplissage. On n'est pas dans le remplissage gentil, habituel. Là, c'est vraiment du gros remplissage. Donc, tu disais une voie veineuse, ouais, c'est même 2, quasiment systématiques. Ouais. Et quand on parlait du choc allergique, encore autre chose, encore plus de volume. Ouais. Et là, on est très vite dépassé en termes de... Donc, on n'est pas habitué à faire de tels volumes. Et là, il faut dépasser nos habitudes parce que c'est quand même parmi les choses les plus importantes, quoi. Tout à fait. Alors, excusez-moi, je veux juste que là, je vois les questions, les remarques des différentes personnes qui assistent au live. Alors, apparemment, il y a un code d'émargement qui est demandé. Donc là, je vais laisser Céline et Alix en régie s'occuper de savoir ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et il y a le docteur Lise Debaran, de Brabant, pardon, excusez-moi. Salut Lise. Bonsoir Lise, du coup, qui dit qu'elle ne nous voit pas. Elle demande si le live a commencé. Donc là-dessus, je laisse la régie, Céline, si tu veux bien regarder avec Alix pour qu'elle ait une réponse et une assistance. Merci beaucoup. Et l'histoire du code, je ne sais pas ce que c'est, je suis navrée. Voilà, donc poursuivons. Alors, les recommandations hein, internationales disent de façon très, très nette hein, qu'il faut commencer immédiatement la réanimation. On va en reparler tout à l'heure sur un autre diapo et à partir d'une étude. Mais voilà, il faut commencer le plus vite possible. Il faut perfuser au moins donc, 30 ml kg pendant les 3 premières heures. Et il faut essayer d'avoir un objectif tensionnel hein, de pression artérielle moyenne à 65 mm de mercure. Alors, pour rejoindre ce que disait Patrick Georges, et pour en avoir pris en charge un certain nombre de patients en choc septique, il faut rester au chevet du malade. Ce n'est pas une prescription, et puis je vais aller voir ailleurs si tout va bien. L'infirmière, il faut qu'elle aille sans arrêt chercher de quoi faire cette perfusion abondante. Il faut prendre la tension artérielle tous les 5 ou 10 minutes. Il faut trouver 2 voies veineuses. Donc, c'est vraiment une occupation majeure pendant les 2-3 premières heures au chevet du malade. Hein, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je pense que les patients qui ont la chance d'avoir une infirmière et un médecin à côté d'eux ont beaucoup plus de chances de s'en sortir que ceux qui sont traités avec une infirmière qui court à droite à gauche parce qu'elle a plein de malades à s'occuper et un docteur qui fait que des prescriptions par téléphone. Donc parmi les recommandations également donc internationales, donc ils recommandent donc
d'utiliser des cristalloïdes, au mieux des cristalloïdes balancés, c'est ce que disait Hervé. Ils disent qu'on peut également utiliser un peu d'albumine quand on a déjà utilisé beaucoup de cristalloïdes. Si on peut imaginer qu'un patient qui a déjà eu 3 litres de cristalloïdes et puis il est toujours hypotendu, on a fait d'autres mesures en même temps, on en reparlera dans quelques minutes, mais on peut mettre du sérum albumine et puis de façon très claire, hein, il ne faut pas utiliser les gélatines et il ne faut pas utiliser les éthylamidons en raison de problèmes de coagulation qui sont associés. Et donc, je pense que, notamment dans un certain nombre de services, on n'a pas besoin de disposer de ces molécules comme ça, on ne risque pas de les passer. Hein. Il faut avoir donc des cristalloïdes et puis un peu de sérum albumine, ça va largement suffire. Alors juste, il y a une petite question. Le oui. poids. Le poids. Réel, non, c'est le poids, le poids annoncé, quoi. Ouais, c'est le poids estimé du malade. Gros, moyen, très gros, quoi. C'est ça. Mince. Oui, on n'est pas... de toute façon, une boutade, hein, il ne va pas déborder. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Hein, il faut remplir. Alors, vous avez commencé cette prescription. Vous êtes au chevet du malade. Le bilan sanguin a été fait. Est-ce que vous allez demander d'autres examens, comme la procalcitonine, comme un scanner abdominal, comme la réalisation d'hémoculture, comme un dosage de la CRP ou comme un angioscanner thoracique, parce qu'à un moment, on pouvait éventuellement se demander si le malade n'avait pas une embolie pulmonaire, puisqu'il était hypotendu et polypnéique et à risque. Donc voilà, je vous laisse voter. J'ai lancé, Olivier. Merci. Alors, par rapport aux remarques juste sur la partie technique, je ne sais pas si vous avez vu, mais Alix, donc, qui s'occupe du back-office, vous conseille de vous mettre sur un autre navigateur si ça ne fonctionne pas. Elle mentionne Google Chrome. Voilà. Pour l'histoire du code d'émargement, je n'ai toujours pas la réponse. Si vous l'avez en régie, merci de l'expliquer en chat. Voilà. Donc là, on est à 9 répondants. Il y en a eu 67 sur la précédente. Donc on va laisser... On va attendre un peu. Hein. Voilà, on va attendre un petit peu... Attendre un peu. Hein. Ah, il y a eu une autre question de Patrick Audelin, mais tu as peut-être déjà répondu, Olivier. Vas-y, dis-moi. En cas d'obésité morbide, 30 ml par kilo poids, réel ou théorique? C'est sûr que s'il fait 250 kilos, ça va faire beaucoup, mais le message, c'est qu'il faut remplir massivement. Alors, dans le gras, il n'y a pas d'eau, donc il ne va pas en manquer. Hein, mais bon, un malade qui est obèse, il faut considérer qu'il fait au moins 100 kilos et remplir pour au moins 100 kilos. Quoi. Voilà, même s'il a 40 de plus. Quoi. Tu arrives vite à 3 litres, hein, de toute façon. façon. Oui, de toute façon, on arrive à 3 litres. 3 litres, c'est rare. Minimum. Voilà, c'est ça. Donc. Un minimum. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre plus. Non, quoi. non. Alors, sur le live, Pauls, nous sommes à... Ah, il y a moins d'actifs, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, non, c'est bon, pardon. 57 répondants. Ça n'avait pas rafraîchi. 57 répondants. Alors, 100%, 58 maintenant, 100% préconisent la réalisation d'hémoculture périphérique. Ouais. Et ensuite, c'est le scanner abdominal et après, le dosage de la procalcitonine. Voilà. Okay. Donc, je montre les réponses correctes. Vous pouvez continuer à voter. Et ben voilà, c'est ça, en fait. C'est bien? C'est bon. Firefox fonctionne bien, nous dit un participant. Ah, merci aux participants. Donc Firefox, pour ceux qui n'ont pas Google Chrome. Donc c'est bon, hein, la majorité ont bien répondu, Olivier. Tout à fait. Alors, l'angioscanner thoracique, on voit trop de malades qui ont des angioscanners thoraciques, ça ne sert à rien. C'est un piège. Hein. Le malade, il est polypnéique, il a été opéré, donc il a un angioscanner thoracique pour éliminer l'embolie pulmonaire. C'est un piège, il faut essayer de ne pas tomber dedans et pas perdre du temps à faire cet examen et ne pas provoquer de néphrotoxicité par l'injection d'un produit de contraste. CRP procalcitonine, c'est pas discriminant. Pas parce que la CRP va être normale ou la procalcitonine normale que vous n'allez pas avoir de choc septique. Alors ce malade, il a été opéré
du côlon 3 jours avant. Donc la CRP, elle est forcément pas normale, parce qu'il y a un syndrome inflammatoire, parce que c'est un malade opéré. Donc elle va être difficile à interpréter, et je pense que là, elle ne sert à rien. Et la procalcitonine, vous verrez les recommandations, mais la procalcitonine, en réa, on a vu des malades qui arrivent avec une procalcitonine à 0, et avec des hémocs positives prélevées au même moment que la procalcitonine, en quelques heures, et la procalcitonine, elle va monter à 24-48 heures. Donc il ne faut pas se fier à ce résultat. Alors les deux autres, bien évidemment. Donc on va parler un peu des hémocultures, pour savoir un peu comment les réaliser au mieux, quel est le pourcentage de positivité des hémocultures. Donc dans le cas, vous voyez, d'un sepsis sévère, d'un choc septique ou d'une méningite bactérienne, on peut attendre quasiment des hémocultures positives chez 1 à 2 tiers des malades chez qui on va réaliser cet examen. Donc c'est quand même colossal, puisque c'est un examen performant qui va vous donner le germe, qui va vous permettre d'adapter l'antibiothérapie. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le volume de sang que vous allez prélever pour faire le ou les hémocultures. Donc sur ce tableau très intéressant, que j'ai emprunté à un de nos confrères, à une présentation qu'il avait faite pour les groupes des infectiologues de l'ouest de la France. Et donc vous voyez sur le tableau l'augmentation de positivité, donc de sensibilité d'une hémoculture, ou des hémocultures, pardon, en fonction de l'augmentation de volume. Si au lieu de 10, vous prenez 20 ml, vous avez 25% de chance de plus d'avoir une hémoculture positive. Si vous rajoutez 40 ml, vous avez 17% de plus par rapport à 20 ml d'avoir une hémoculture positive. Et si vous prenez 60 ml, vous rajoutez encore 11% ou 10% de positivité par rapport à 40 ml. Donc le message, c'est prélever au moins 60 ml. 60 ml, donc vous pouvez faire des hémocs à 20 ml répétés. C'est ce qu'on faisait auparavant. On faisait 2 hémocs à H0, 2 hémocs à H1, 2 hémocs à H2. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 10, on arrivait à 60 ml. Ça, c'est l'augmentation du nombre de ponctions. On peut aussi, c'est validé, c'est exactement la même chose, un prélèvement unique d'un grand volume de sang, c'est-à-dire que l'infirmière, elle ensemence les 6 hémocultures avec une seule ponction veineuse. Ça diminue les risques de fausses hémocultures positives, puisque on peut espérer qu'en prélevant une seule fois, l'infirmière ne va pas faire de faute d'asepsie. Elle va vraiment bien désinfecter la peau, et donc on ne va pas récupérer de staph coagmum de la peau, et on aura vraiment le vrai germe. Donc on en est là à l'heure actuelle dans les recommandations. Il faut au moins 60 ml en 3 fois ou en une fois n'étant pas une ineptie, puisqu'on diminue le risque de faux positifs et on a la même sensibilité qu'en prélevant 3 fois. Alors les recommandations internationales, donc pour la procalcitonine, il précise bien qu'il ne faut pas utiliser la procalcitonine associée à l'évaluation clinique pour décider de commencer un traitement antibiotique. On commence le traitement, on n'a pas besoin de la procalcitonine. Votre expérience clinique, l'aspect du malade suffit, pas de procalcitonine. Et ils disent qu'il faut essayer de savoir s'il n'y a pas d'autres diagnostics, bien évidemment, que le choc septique ou la porte d'entrée du choc septique, d'où l'intérêt du scanner abdominal. Le malade a été opéré du ventre, on va lui faire un scanner abdominal, ça paraît relativement logique. Hervé, est-ce que tu as des commentaires sur ces questions, ces réponses ? Oui, des petits commentaires. Par exemple, la CRP, on voit en expertise, les chirurgiens sont très, très attirés et très demandeurs de dosage de CRP. Alors, donc forcément, les anesthésistes vont les avoir sous les yeux parce que souvent, c'est demandé par les chirurgiens. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand la CRP est basse, ça n'élimine pas et ça n'empêche pas de démarrer un traitement quand on a cliniquement une orientation vers un sepsis, premièrement. Deuxièmement, quand elle est à l'inverse très haute, est-ce que c'est quand même un argument en faveur ? Et puis, il y a une grosse zone grise entre les deux.
Et c'est bien ça le problème de finalement la CRP, c'est que on a une zone grise énorme entre les deux valeurs extrêmes que sont rien et est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Le- La réaction inflammatoire, elle dépend de chaque individu. Donc, il n'y a pas de valeur normale de la CRP après une colectomie. Hein. On sait qu'elle va monter, mais jusqu'à où, on n'en sait rien. Alors, c'est la cinétique qui fait dire que c'est pas normal. La CRP a une certaine valeur à J2, J3, puis d'un seul coup, elle monte. Donc là, il se passe quelque chose, on est complètement d'accord. Mais c'est pas ça qui va faire décider d'instaurer un traitement antibiotique ou de ne pas instaurer un traitement antibiotique. Hein. On est souvent appelé dans le cadre du H24 en disant voilà, le malade il a un sepsis on voit ça avec les orthopédistes, hein, un sepsis de prothèse. On a lavé la prothèse, on a changé les pièces mobiles, on a mis l'antibiothérapie. Donc la CRP continue à commencer à baisser. On a le germe, on met un traitement oral, puis ils nous disent ah, la CRP, elle ne baisse plus. Est-ce que je dois le relaver? Si cliniquement le malade va très bien, qu'il est apyrétique, qu'il a plus mal, est-ce qu'on doit, sur une CRP toute seule, relaver le malade? Faut réfléchir un peu, regarder, redoser la CRP, réexaminer le malade avant de se décider. Hein. Donc c'est effectivement un examen important, hein, une donnée biologique importante. Mais sur une valeur, on ne peut rien dire. Hein. C'est vraiment une cinétique et la prise en compte de plusieurs éléments. Une remarque sur... Non, vas-y Hervé, vas-y. Non, la deuxième remarque que je me faisais, c'est sur le scanner abdominal. Est-ce qu'il ne faut pas pousser sans aller jusqu'à l'angioscan sur un scanner thoraco-abdominal parce qu'on a des foyers infectieux, même si c'est beaucoup moins fréquent qui peuvent se trouver en thoracique éventuellement. Est-ce que c'est pas quelque chose d'utile? Ouais, je dirais que ça va déjà être un peu chaud d'emmener le malade au scanner, hein, puisque le scanner va être fait pendant qu'il va falloir faire le remplissage. Les émocs, on les a prélevés en une seule fois, on essaie de gagner du temps là. Alors rajouter un examen qui effectivement, comme tu dis, pendant qu'on y est, pourquoi pas. Hein. Mais moi, ce qui m'embête, c'est l'iode d'abord, le produit iodé, parce que le malade en sepsis, il a forcément un problème rénal. Et donc, est-ce qu'il faut rajouter une insulte rénale à ce qu'il a déjà? Je n'en suis pas sûr. Et le message, c'était pour les urgentistes, pour les jeunes, hein, arrêtez de penser à l'embolie pulmonaire dès qu'un malade est essoufflé. Hein, il y a sûrement aussi peut-être d'autres explications. Donc, un malade qui est essoufflé, mais fébrile, marbré et qui vient d'être opéré du ventre, pensez plutôt à un lâchage de suture qu'à une embolie pulmonaire. Est-ce qu'on peut dire juste à l'inverse, Olivier, que s'il y a une bonne raison d'opacifier et d'avoir une opacification, l'assurance rénale n'est pas une justification pour ne pas le faire? Ah, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. C'est important, non, mais c'est Bien juste sûr. important parce qu'on part sur d'autres dossiers là que j'ai en tête Oui, et on va reprocher à l'anesthésiste en disant après on l'épure, ce patient, ça pose pas de problème. tout à fait. Oui. Patrick Georges, une remarque? Oui, juste une remarque concernant les 60 millilitres là. Est-ce qu'il faut, si on veut que ce soit fait, il faut instruire les infirmières? Parce que la plupart du temps, on demande des hémocultures. Puis ça s'arrête là. Multiples, répétées, etc. Donc, je ne pense pas qu'il soit très culturel chez l'infirmière d'aller piquer d'un coup 60 millilitres Tout à fait. en une seule fois. Tout à fait. Donc là, il y a probablement une formation, une éducation à faire si c'est la meilleure forme. Donc, il faut donc instruire ces équipes et communiquer là-dedans. Je pense qu'il faut instruire les équipes, il faut communiquer et écrire dans un certain nombre d'observations. On s'aperçoit en fait que ce sont les infirmières toutes seules qui ont pris la décision de faire des hémocultures, parce que le malade avait 38,5 et donc voilà, c'est dans leur schéma. Un malade qui est fébrile, on fait des hémocultures. C'est la charte, c'est écrit comme ça dans l'établissement. Je pense que c'est une bonne idée, il ne faut surtout pas changer ça. Hein. L'infirmière fait des hémocs à partir de 38,5. En dessous, ça ne sert pas à grand-chose, puisque le cut-off, il est vraiment à 38,5. Mais je pense qu'il faut écrire qu'on peut faire les prélèvements en une fois, en discuter avec les microbiologistes. Hein, parce que comme ces 60 ml vont arriver au labo et généralement insérés dans un automate,
Si du jour au lendemain, ils ont 3 fois plus de prélèvements qui arrivent en même temps, peut-être les places dans l'automate vont être chères. Donc il faut discuter avec eux, savoir s'ils peuvent absorber les arrivées de flacons en masse comme ça. Donc il y a une protocolisation qui doit se discuter en équipe avec les prescripteurs, les infirmières et les biologistes qui vont traiter après, qui ne soient pas surpris et que peut-être je me suis laissé dire aussi que c'est un peu ce qu'ils préconisent aussi. Hein. Oui. Des gros volumes d'un coup. Oui, on est d'accord. Je n'ai pas inventé, moi. Ah, je sais bien. Je sais bien. Moi, je pense que l'éducation des infirmières, c'est très important. En particulier, on a vu que le Quick Sofa, on peut éduquer les infirmières justement à détecter les patients qui ne vont pas bien dans le service avec l'utilisation d'un outil trop simple probablement pour être la magique boulette, mais c'est un démarrage de, voilà, je mets des warnings sur un patient qui commence à bouger au niveau de ses paramètres vitaux. Deuxièmement, je pense qu'on en reparlera après pour l'antibiothérapie, quand on dira que c'est important de la faire rapidement en urgence. Si l'infirmière n'a pas cette même notion que le médecin et que nous aurons tous ce soir que l'antibiothérapie doit être faite en urgence, elle peut être bloquée par le pharmacien qui va lui dire finalement, j'ai pas les antibiotiques, on verra ça plus tard. Et là, on plombe complètement la chaîne. Non, moi, je pense que ce problème-là, il est fondamental, l'éducation des paramédicaux. Tout à fait. Alors pour les hémocultures, il faut rajouter un petit mot qui est important parce que on a malheureusement des catastrophes qu'on a tous vues aussi bien dans notre exercice qu'en expertise. Hein. Il faut que la chaîne des hémocultures aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que une fois que le résultat est connu par le microbiologiste, ça doit revenir au chevet du patient. Donc où est envoyé le résultat ? On a des malades qui ont été victimes de... Le résultat arrive dans le bureau de la surveillante. Si on est le week-end, c'est mort. Le résultat arrive au prescripteur. Mais en fait, le prescripteur, c'est le service dans lequel est hospitalisé le malade. Si le prescripteur est en vacances, c'est quand même lui qui reçoit le résultat. Donc il faut vraiment que la chaîne soit parfaite pour que le plus vite possible, le résultat soit adressé à quelqu'un. Et j'aurais tendance à dire que dans le meilleur des mondes, c'est un petit coup de téléphone au docteur en disant voilà, les hémocs qui ont été prélevées hier, elles sont positives. Parce que maintenant, avec les automates, les hémocs, elles sont positives très très vite. Hein, quand elles doivent être positives, elles sont positives très vite. Et donc, on est capable d'avoir une hémoc prélevée le matin et un résultat positif le soir. Le microbiologiste peut vous le dire. Donc, voilà, il faut que la chaîne soit complète. Hein. Donc, sinon, si on a un résultat, mais qu'il est dans une bannette et que personne ne le regarde, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est très important ce que tu dis. C'est valable pour d'autres cas de figure. J'ai en tête, il y a pas très longtemps encore, une expertise sur un surdosage en AVK avant de faire l'intervention chirurgicale qui était prévue sous AVK dans un range d'INR entre 2 et 3. Finalement, il y a un résultat qui arrive la veille de l'intervention avec 5,2 d'INR. Personne ne voit ce résultat. On opère la patiente. Il y a un hématome qui se crée, des complications qui vont aboutir à des choses très dommageables pour la patiente. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on peut d'ailleurs aller chercher la responsabilité du biologiste qui ne doit pas se contenter de donner des résultats, mais qui peut être alerté par un résultat anormal. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, c'est important que toute la chaîne fonctionne correctement. Et il y a un vrai problème d'organisation qui est fondamental pour la sécurité des patients et qu'on est obligé de regarder si on veut faire son travail correctement. Tout à fait. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, vous avez emmené le malade au scanner. Alors, je pèse mes mots, hein, mais vous avez emmené le malade au scanner, puisque pendant le déplacement au scanner et le séjour au scanner, il faut que le remplissage vasculaire se poursuive, la surveillance tensionnelle se poursuive, c'est-à-dire que la réanimation se poursuit. Donc, grosso modo, il faut que le docteur qui fait la réanimation, il accompagne le malade pour qu'il n'y ait pas, pendant un quart d'heure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, ça, ce n'est pas concevable. Donc, ouais. Juste une question là, qui est arrivée, c'est toujours pour les 60. Là. Si les 60 millilitres sont prélevés et que le malade chauffe à nouveau avec J+1, on reprélève 60 millilitres ou une seule fois suffit. 60 plus 60 plus 60, à la fin, ça fait des kilos globulés. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. J'aurais tendance à dire que si les hémocs de J1 sont négatives, ça vaut peut-être la peine de refaire 60. Si les hémocs de J1 sont positives,
bien évidemment, ça ne vaut pas la peine. Et puis, dans le même ordre d'idée, sur l'épargne quand même sanguine du patient, pour les petits, je rappelle qu'il y a des flacons pédiatriques et que donc il ne faut pas mettre 5 ml dans un flacon fait pour 20 ml ou pour 10 ml. Il faut demander des flacons pédiatriques de façon à ce que le rapport entre la gélose et le sang soit optimal. Donc il faut des flacons pédiatriques pour ceux qui sont amenés à prendre en charge des enfants. Et enfin, une petite remarque, alors ça ressemble un peu à un tacle 2 pieds décollé qui pourrait valoir un carton rouge, mais quand dans les dossiers d'expertise, je vois des malades qui ont un groupe sanguin tous les 3 jours, qu'on ne me parle pas d'épargne sanguine pour les hémocultures. Bon, alors je vais continuer. Il y a d'autres questions, mais bon... Vas-y. Continue. J'ai déjà lancé le sondage pour que les gens... Très bien, alors pendant le sondage. Voilà. Bon, il y a un de nos collègues qui demande qui espère que le numérique résoudra la question des résultats biologiques en live. Oui, bien sûr. On voit simplement que quand il y a une cyberattaque et que l'hôpital est paralysé, tout devient très problématique. Et puis, quoi mettre en cas d'allergie à la pénie ? C'est pas encore la question, là. Je ne sais pas, mais elle était posée. Oui, mais je donnerai la réponse. C'est de l'anticipation. C'est ma réponse, c'est pas la question. C'est de l'anticipation. Bon, donc... Alors, sur la question, Olivier, je l'ai lancée. Ouais. Tu veux peut-être la relire, parce qu'il n'y a que 40 votants pour l'instant. Oui, donc voilà, le malade, vous êtes au scanner et le radiologue vous dit tout de suite, ou vous le voyez parce que dont on a un peu l'habitude, on le voit, donc il y a une collection hydroaérique dans la gouttière pariétocolique gauche, donc vous apercevez que ce n'est pas normal et qu'il y a peut-être vraisemblablement un lâchage de suture. Et donc, est-ce que vous mettez tout de suite une antibiothérapie, donc piperatazo-amyclin, claforan, flagile, Janta. Est-ce que vous attendez que le chirurgien intervienne et fasse des prélèvements microbiaux pour mettre les antibiotiques? Et donc, si vous les mettez, est-ce que c'est tazo plus amyclin ou est-ce que c'est claforan, flagile, Janta? Ou bien est-ce que vous attendez les résultats des hémocultures de façon stoïque pour mettre en route un traitement antibiotique? Donc, quelles sont les réponses, Alexia? Alors là, il y a 50 répondants, un peu plus, et la majorité d'entre eux a répondu réponse 1, suivie de la réponse 2. Est-ce qu'on monte les réponses? Oui. Allez, vous pouvez continuer à voter si ça vous amuse, et voici donc la bonne réponse. La bonne réponse, elle est là. On va la commenter un peu plus tard, mais je peux déjà donner des pistes. Je rappelle que c'est une péritonite nosocomiale, puisque le malade a déjà été opéré. Donc c'est une péritonite qui n'est pas par perforation d'un organe creux survenu à la maison, raison pour laquelle ce n'est pas la même antibiothérapie. Alors, point très important à bien prendre en compte, Hervé en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc je vais peut-être te laisser la main, Hervé, sur cette urgence à mettre en route le traitement. Oui, enfin, tu le dirais mieux que moi, Olivier, mais effectivement, les antibiotiques sont donc on est en probabiliste, on n'attend pas la réponse, les résultats des différents prélèvements qui ont été faits, et c'est minimum une double antibiothérapie, et ça doit se faire dans l'heure qui suit le diagnostic ou la suspicion élevée de sepsis. Donc c'est une urgence, et donc je disais tout à l'heure que effectivement. Si vous êtes conscient que c'est une urgence, c'est déjà bien, mais il faut que lorsque vous faites la prescription, ceux qui vont appliquer ou faire cette prescription soient aussi au courant que c'est une urgence et que donc il va falloir ne pas perdre de temps et donc imposer aux pharmaciens de sortir les antibiotiques pour qu'on puisse les administrer au plus vite. Donc ça c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de la soirée, il y en aura 2 ou 3 qu'on vous résumera à la fin sur les take-home messages. Mais ça, vraiment, je pense que c'est très important de mettre en route une antibiothérapie rapidement. On a un nombre de dossiers pour lesquels le retard de mise en route d'une antibiothérapie est souligné par l'expert. Et il se trouve que chaque heure perdue, puisqu'il faut la mettre dans la première heure, chaque heure perdue va faire perdre une chance aux patients
de pouvoir survivre à son choc septique. Et donc, c'est fondamental. Je te laisse détailler après, si tu veux, Ouais, Olivier. Oui, alors il faut prescrire l'antibiothérapie au chevet du malade. Alors, idéalement, il faut l'écrire, mais bon, dans des situations un peu d'urgence extrême comme ça se passe essentiellement par voie orale. L'infirmière, elle est en face de vous, et elle est en train de changer la perfusion de cristalloïdes balancés, et donc vous lui dites, voilà, il faut des antibiotiques. Donc, idéalement, je veux faire piperatazo. Est-ce que vous en avez ? Est-ce qu'il y en a dans l'hôpital ? Est-ce qu'il y en a dans le service ? Si la réponse est oui, allez les chercher. On commence maintenant. Et s'il n'y en a pas, parce que ça m'arrive dans le H24, et avec Eric Senville, on fait tous les deux le H24, ça arrive que certains antibiotiques recommandés ne soient pas disponibles immédiatement, parce que c'est sous clé je ne sais pas où, ou il n'y a pas de contrat, ou j'en sais rien. Et donc, il faut trouver autre chose. Mais il faut injecter un antibiotique le plus proche possible du spectre que l'on souhaite, mais il faut l'injecter immédiatement. Je me souviens, alors on n'est pas dans ce cas-là, hein, mais c'était un purpura aux urgences, et donc l'urgentiste me dit, je te fais transférer la malade. Je dis non, injecte des antibiotiques maintenant. Il dit non, mais je te fais transférer. Je dis, appelle l'infirmière, dis-lui d'amener 2 grammes de clafuran, et dis-lui d'injecter 2 grammes de clafuran devant nous. Comme ça, c'est fait, on est sûr que c'est fait. Donc il faut... c'est une urgence extrême. Alors, on a des kilos de papier là-dessus, hein, qui vont tous dans le même sens. Donc ça, c'est une étude qui a maintenant quand même un certain âge, mais qui est la première étude qui a chiffré le pourcentage de morts liés au délai que l'on met à instaurer une antibiothérapie. Et donc, c'est à peu près 7% par heure de surmortalité, heure après heure, lorsque l'antibiothérapie n'est pas instaurée. Donc vous voyez, les deux premières colonnes, hein, c'est la demi-heure et l'heure. Donc la demi-heure, on est à peu près à 82% de survie. L'heure, on est à 78%. Et si c'est au-delà d'une heure, on tombe à 70%. Et aux alentours de 3 heures, on est à 60%. Donc vous pouvez dire que les 3 heures de perdu, excusez-moi d'être un petit peu... agressif verbalement, mais c'est dans votre cimetière personnel. Hein. Le malade, il fallait qu'il ait les antibiotiques, et vous en êtes responsable. Vous avez fait le diagnostic de choc septique, et il faut aller jusqu'au bout. Il faut mettre les antibiotiques. Alors, une étude hyper intéressante, hein, qui est publiée octobre 2022, hein, c'est les SAMU, une étude de SAMU. Donc, ça, sur l'état de choc arrivé à la maison. Et ils se sont dit, de façon très réaliste, on met à peu près 1 heure à prendre en charge un patient et à l'amener aux urgences. Et donc, est-ce qu'on fait rien pendant 1 heure, que le transport, auquel cas c'est une ambulance, ou bien est-ce qu'on est vraiment des docteurs, une antenne avancée des urgences, de la réanimation? Et donc, vous voyez, pour ces patients pris en charge, en 1 heure, ils ont eu 10 ml kilo, ce qui est déjà pas mal, hein, puisque c'est la norme, hein, parce que nous, on dit 30 ml sur 3 heures. Un certain nombre ont eu de la norépinéphrine. L'antibiothérapie a été prescrite chez 33%. Et donc, globalement, 20%, donc 1 sur 5, a eu une antibiothérapie correcte dans la camionnette et un remplissage vasculaire correct dans la camionnette. La mortalité est diminuée par 2. Donc, quand le docteur commence la réanimation du choc septique chez vous et pendant le transport, il diminue votre mortalité de moitié. Donc, vous voyez, toutes les minutes comptent. Hein. Il ne faut pas dire ouais, bon, on fera ça quand on arrivera aux urgences de la clinique ou de l'hôpital. Non, non, il n'y a pas 1 minute à perdre. Hein, et il faut mettre en route cette antibiothérapie. Alors, pourquoi Tazo-Amiclin ? Parce que ce sont les recommandations, hein, de l'ASFAR, qui a établi ses recommandations sur le traitement des péritonites. Donc, premier épisode d'infection intra-abdominale associée aux soins. C'est exactement le cas de figure, hein, puisque c'est une péritonite après une chirurgie colique. Et donc, c'est Tazo plus amicacine. Donc, l'amicacine, c'est optionnel
en l'absence de signes de gravité. Là, il y a des signes de gravité, donc c'est plus optionnel, c'est une obligation. Alors, pour clore ce chapitre sur les aminosides de façon très brève, hein, c'est la seule indication des aminosides encore indiscutable, hein, le choc septique, et puis on fait une dose, mais une vraie dose, bonne dose, hein, pas une demi-dose. Donc il faut, si c'était la Genta, c'est 6 à 8 mg kilo, et là c'est 25 mg kilo, il faut le faire. Hein. Et c'est ça qui va sauver des vies. Donc voilà pour l'antibiothérapie et puis l'urgence du traitement. Il faut que l'infirmière le fasse devant vous. Hein. Allergie pénie. Alors allergie pénie, pour avoir à peu près le même spectre, hein, on va avoir des bacilles gram-négatifs avec l'amicacine. Il faut prendre en charge les anaérobies, donc forcément du tibéral ou du flagile. Il faut prendre en charge d'autres bacilles gram-négatifs, donc je dirais les quinolones ou l'azactam. Si vous avez de l'azactam, c'est bien. Mais il y a un certain nombre d'établissements qui n'ont plus d'azactam. Et récemment, il y a rupture de stock de l'azactam. Donc, quinolone. On parle de kits d'antibiotiques tout près dans les USC. Donc, ça peut être une bonne idée pour gagner du temps. Tout à fait. Il y a une autre remarque, Patrick, je ne sais pas si tu as vu. Non, pas vu. L'époque de l'abondance est terminée en SMUR. Je te laisse poursuivre, il y a d'autres choses qui sont écrites. L'époque de l'abondance est terminée en SMUR. Si l'on trouve encore des C3G, on peut s'estimer chanceux. Eh ben, je dirais pourquoi pas. Si vous en avez encore, pourquoi pas. C'est déjà pas mal. Effectivement, ce n'est pas le spectre le plus adapté, mais vous avez quand même un certain pourcentage de chances que ce soit bon. Donc, même si vous allez faire de la taso en arrivant à la clinique ou à l'hôpital, si vous avez 1 ou 2 grammes de rocéfine à la maison, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est toujours bon à prendre. Si jamais ça marche, c'est gagné. C'est toujours ça qui va améliorer le pronostic. Bon, donc ce que disent aussi les recommandations actuelles, il faut essayer de tenir compte des progrès des études de pharmacocinétique sur les antibiotiques. Et on sait par exemple que les bêta-lactamines, à l'heure actuelle, pour que ce soit parfaitement efficace, il faut que le taux sanguin soit X fois supérieur au CMI du germe et le plus longtemps possible sur 24 heures. Si c'est 24 heures sur 24, c'est encore mieux. D'où l'intérêt donc, des perfusions continues des bêta-lactamines. Une dose de charge puis une perfusion continue. Ça permet donc d'être efficace sur le plan microbiologique et de la liste bactérienne. Et ça permet aussi une épargne. Parce que on a montré par exemple que pour la taso, on peut diminuer la dose en perfusion continue. Au lieu de faire 16 grammes en faisant 4 grammes toutes les 6 heures, si vous faites 12 grammes en perfusion continue, c'est la même chose. Ça fait toujours 4 grammes de gagné. Donc il faut simplement avoir beaucoup de seringues électriques. Et ça, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Hervé, des remarques sur l'antibiothérapie, d'autres idées? Dans ce que tu as dit, il y a deux choses, enfin tout est important évidemment mon cher Olivier, mais il y a deux choses qui sont importantes. C'est effectivement là, il y a une justification d'utiliser une seringue électrique. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir trop de seringues électriques, on verra plus tard qu'on discutera d'un autre médicament qui peut s'injecter soit par bolus, enfin par boli, pour être plus précis, soit en continu. Et là, ce médicament, on en reparlera tout à l'heure, il est aussi efficace en bolique qu'en continu. Et donc, moi, je propose pour diminuer le nombre de pouces-seringues électriques de l'utiliser en boli. Donc, il faut réfléchir finalement à est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser un médicament en seringue électrique? La réponse ici est clairement oui. Merci Hervé. Bon, alors, le traitement est commencé, piperatazo-amiclin. L'infirmière a injecté 4 grammes de piperatazo, branché la seringue électrique et elle a fait une dose d'amicacine. Le remplissage vasculaire se remplit et donc se pose la question chez ce malade qui a une image anormale dans la gouttière pariétocolique qui laisse supposer une fistule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport au chirurgien, mis à part le tenir au courant parce que c'est son patient, mais est-ce que vous pensez qu'on doit attendre que le sepsis soit guéri par les antibiotiques pour l'opérer? Est-ce que vous pensez que c'est urgent de l'opérer?
Est-ce que ça peut attendre le lendemain matin? Parce que je vous rappelle que vous avez été appelé les 22 heures. Et donc là, on est aux alentours de 2 heures du matin. Est-ce qu'on peut faire un drainage par voie percutanée des collections de la gouttière pariétocolique? Ou bien on va refaire un scan 48 heures après et on n'interviendra que si les images n'ont pas disparu sous antibiotiques. Donc quel est votre sentiment à 2 heures du matin? On a déjà 36 répondants, on va attendre un peu, avec quand même une nette tendance. J'espère Très nette. J'espère que la réponse est bonne si c'est une nette tendance. J'espère aussi. Est-ce que tu souhaites que là, il y a 46 répondants. On attend un peu. Il y a 70 personnes à peu près ce soir, donc on peut attendre un petit peu. Ouais, pas 2 minutes. Hein. Pas d'autres questions, Patrick Georges? Non, je crois pas. Non. Pour l'instant, allez-y, posez vos questions s'il y en a, des remarques. C'est ça aussi qui rend le live vivant, c'est Allez, vas-y, donne-nous la réponse. s'exprimer. Alors, la réponse, 93% ont répondu la réponse 2. Ouais. Et c'était ça, donc bravo à vous. Vous avez dans le mille, comme on dit. Alors, je vous montrerai une étude française et puis je vous montre les recommandations. Donc, les recommandations, c'est qu'il faut rapidement identifier la source du sepsis et il faut le traiter. Donc, urgence absolue à savoir pourquoi le malade est comme ça et si c'est un trou, à boucher le trou. Parce qu'il n'y a aucune raison que les germes ne continuent pas à s'échapper et donc aggraver le pronostic. La deuxième chose qui est recommandée, bon, je l'ai mis parce que c'est relativement intéressant, mais bon, c'est toujours un peu difficile pour les médecins. On vous dit, voilà, il faut changer les voies veineuses. Un malade qui a une voie veineuse profonde, un excès veineux profond qui fait un état de choc, il faut toujours craindre que cet état de choc soit lié à cela. Il faut peut-être changer la voie veineuse. Alors, je modère un tout petit peu l'expérience d'un vieux docteur. C'est une fois que vous l'avez enlevé, vous n'en avez plus. Hein. Donc, il est généralement quand même de bon ton de commencer par en trouver un deuxième avant d'enlever le premier. Que si vous n'avez pas le bilan d'hémostase, ce n'est pas toujours une bonne idée d'essayer de trouver une voie profonde chez un malade qui est en sepsis pour lequel vous ne savez pas quel est son taux de plaquettes et quel est son INR. Et enfin, si vous avez une cause évidente de sepsis, en l'occurrence le côlon, laissez-lui sa voie veineuse. Hein, elle ne gêne pas et c'est sûrement pas elle qui est en cause. Donc voilà, il ne faut pas forcément être systématique. Hein, il faut y réfléchir et dire ouais, si un malade est en état de choc à une voie veineuse profonde et je ne sais pas d'où ça vient, tous les docteurs pensent bien sûr à la voie veineuse, mais pas être systématique. Alors, cette étude donc sur l'importance du timing du contrôle de la source de la péritonite. Combien de temps on a pour essayer de traiter un malade qui a une péritonite. Cet article a, à mon avis, de très mauvaises conséquences médico-légales, parce qu'il va pourrir la vie d'un certain nombre de docteurs. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée en France. Et donc, voilà, vous avez en vert et en orange. Donc, en vert, c'est la courbe du malade qui a été opéré entre 2 et 6 heures après le diagnostic de choc septique. Et en orange, ceux qui ont été opérés au-delà de 6 heures. Donc, vous avez en vert celui qui a été opéré la nuit. Et en orange, celui qui a attendu le matin pour passer sur le bloc afin qu'on lui traite sa fistule. Donc il y a quand même, au bout d'un certain nombre de jours, pas mal d'écart. Hein, et donc, même si c'est très désagréable de travailler la nuit, il faut essayer de convaincre les chirurgiens, si vous êtes sûr qu'il y a une fistule avec une perforation et un malade en état de choc, qu'il faut qu'ils viennent pour faire l'acte chirurgical, puisqu'il en va de la survie du malade. Alors, de façon assez peu expliquée ou pas bien expliquée, mais ce n'est pas une étude randomisée, hein, c'est une constatation. Hein. Vous avez en rouge ceux qui ont été opérés tout de suite. Hein. Dès qu'on a le diagnostic, le malade est opéré. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est des malades, c'est un peu ce qui est expliqué, hein, des malades moribonds, où c'était un peu l'intervention de la dernière chance, et c'est pour ça que ceux qui sont immédiatement opérés, sans aucune...
je dirais, préparation. Hein. Ils ne sont même pas stabilisés sur le plan hémodynamique. On jette dessus. Donc ceux-là, bien évidemment, le pronostic est sombre. Voilà, Hervé, est-ce que tu as toi qui travailles la nuit assez souvent, as-tu des commentaires sur cette étude? Oui, enfin, moi, ce que je voudrais dire là, sur l'étude, tu l'as parfaitement interprétée, évidemment, et je pense qu'il faut vraiment retenir comme un certain nombre de pathologies qu'on connaît, les AVC périopératoires et d'autres pathologies où il y a une vraie course contre la montre, l'hématome périmédulaire. On a un certain nombre maintenant de pathologies qui nécessitent que le chrono soit mis en route pour pouvoir avoir le plus de chances pour le patient de survivre à ça ou de ne pas avoir trop de séquelles dans le cadre d'un hématome périmédulaire. Je pense que c'est une étude qui nous oblige à être bons, en fait. Ça nous pourrit la vie du point de vue de l'expertise, mais les gens qui sont conscients de ça, qui assistent à ces web TV de branchet, etc., ont quand même des notions qui leur permettent de faire du bon travail. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est important finalement, et on n'a pas tous cette chance-là, c'est d'avoir un bon chirurgien, qui soit orthopédiste, là c'est dans le cas présent, c'est viscéral évidemment, parce qu'on s'est retrouvé en expertise confronté à un praticien anesthésiste réanimateur qui avait vu l'urgence de la reprise chirurgicale, ce qui n'était pas le cas du chirurgien. Et en expertise, on est toujours embêté parce que l'anesthésiste voulait faire, le chirurgien pas, puis in fine, l'expert dit écoutez, si vous étiez persuadé pour la survie du patient qu'il fallait faire, il fallait transférer le patient. Et là, ça devient compliqué parce que quand on est en clinique, je ne suis pas en clinique personnellement, mais j'écoute les collègues libéraux, c'est arriver à cette situation-là, c'est dramatique. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un chirurgien qui soit un bon chirurgien, c'est mieux, parce qu'il faut qu'il ait la conscience également que cette reprise chirurgicale, il faut la faire très rapidement. Il en va vraiment du pronostic du patient. Je pense que il y aura un certain nombre de messages qui sortiront de ce topo, là, encore une fois, qu'on résumera à la fin. Ça, c'en est un. C'est fondamental d'aller vite, d'opérer la nuit. Il faut le faire, c'est indispensable. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion possible. Hein. C'est important d'enlever le foyer infectieux du patient. Aussi rapidement qu'il faut mettre les antibiotiques, tout ça se fait un peu dans une séquence urgente. Et je pense que voilà, il faut en discuter avec les praticiens, les chirurgiens. Il faut faire probablement de l'enseignement avec les équipes soignantes en général, les chirurgiens, anesthésistes, mais également les infirmières, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Et il faut qu'une fois que vous rentrez dans votre établissement, vous puissiez porter cette parole-là pour dire tiens, voilà, j'ai vu un topo, machin. Est-ce que tu partages cet avis, etc., pour au moins tester la sensibilité de votre chirurgien à l'urgence de la question en partageant éventuellement l'article que tu nous montres aujourd'hui, Olivier. Tout à fait. Allez, on avance. Bon, il va être opéré. Le chirurgien est un bon. Vous avez été persuasif. Le malade a déjà reçu 2,5 litres de remplissage en 2h30. Il y a une sérumalbumine qui coule pour faire ces 3 litres de remplissage. La pression artérielle moyenne reste relativement basse, à 60, donc on n'est pas dans la zone cible de 65 mm. Le taux de lactate demeure élevé, qui témoigne donc d'une hypoperfusion tissulaire qui perdure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez mettre de la noradrénaline, de la dopamine, de la dobutamine, de l'adrénaline ou de la vasopressine ? C'est lancé. Merci Alexia. Avec plaisir. Alors, sur un cas clinique comme ça, c'est difficile de faire des questions fondues enchaînées. Donc, on les a faites les unes après les autres. Il est bien évident que si au bout d'une heure, il y a un remplissage qui est déjà important, la tension artérielle n'est pas dans la zone cible, on peut commencer déjà à penser à une telle thérapeutique. On va voir quelle est la bonne réponse. Mais il ne faut pas attendre 3 heures. Si vous avez déjà passé 2 litres et que le malade il reste avec une PAM à 50, vous pouvez commencer le traitement tout de suite. C'est un peu le message on va le voir après.
Donc là, on a découpé les questions les unes après les autres parce que c'est le format qu'on a choisi. Mais Justement, en parlant de questions, si le patient reste instable, faut-il se précipiter? Et une réponse, c'est déontologie avant tout. comment c'est déontologie? Je sais pas. Précisez, Est-ce qu'il docteur. faut se préciser? Est-ce qu'il Je sais faut se pas. précipiter? Non, il ne faut pas forcément se précipiter. J'aurais tendance à dire que oui, il faut se donner 2 à 3 heures pour stabiliser le malade. Si après, on n'arrive pas à le stabiliser, il faut en discuter avec le chirurgien et éventuellement avec d'autres collègues en disant, voilà, le malade il va aller en réa, ou il est en réa, on n'arrive pas à le stabiliser, est-ce qu'il ne faut pas le reprendre, en sachant que l'intervention, elle va être compliquée et complexe pour l'anesthésie et pour le chirurgien. Mais il ne faut sûrement pas se précipiter, mais il faut se presser. On peut préciser l'histoire de la déontologie, là? Oui, ce serait bien. Il y a déjà, alors Olivier, il y a 64 répondants. Alors, Pardon, vas-y, je t'en non, prie. vas-y, non, excuse-moi. La déontologie, oui, ça Je m'est demande à celui qui a posé la question. ça m'est arrivé en expertise, ce que dit Hervé, hein, c'est-à-dire que le chirurgien ne veut pas et donc l'anesthésiste, il doit transférer. C'est impossible, hein, c'est compliqué de transférer un malade. D'abord parce que les urgences d'à côté, elles sont sûrement pas en stand-by en train d'attendre votre malade, elles sont sûrement aussi débordées. Hein, et d'autre part, c'est toujours compliqué de confier à un chirurgien B ce qu'a fait le A, parce que le A, il sait ce qu'il a fait. Il se rappelle quand même, c'était il y a 48 heures. Donc c'est quand même mieux que ce soit lui qui vienne. Alors s'il ne veut pas venir, c'est sûr que là, ça devient galère. Mais où s'arrête la déontologie, et je ne sais pas. C'est sûr que c'est compliqué. Transférer un patient depuis une clinique vers un CHU sans que le chir n'ait contacté un chir du CHU, c'est impossible. Si vous pensez le contraire, c'est que vous n'avez jamais vécu la situation. Ok, Je suis d'accord. Hein. Alors attends, moi je vais juste rajouter un petit commentaire à ça pour dire que, donner un exemple particulier auquel je pense, un hématome périmédulaire on est samedi, parce que tous ces trucs-là, ça arrive souvent le samedi et le dimanche quand il y a moins de personnel, d'accord? Exact. Donc l'hématome périmédulaire est diagnostiqué par l'anesthésiste le matin, on est samedi matin, et le chirurgien est d'astreinte et le chirurgien est allé assez loin pour un barbecue. Okay, et donc, l'anesthésiste va prévenir le chirurgien en laissant un message sur son portable, puisqu'il n'a pas décroché au moment où l'anesthésiste appelait, en disant, écoute, ton patient, il faut le reprendre parce que je pense qu'il a un hématome périmédulaire. Et puis, l'après-midi se passe, et finalement, le chirurgien prend connaissance du message tardivement dans la soirée, et on opère la malade bien trop tard par rapport à ce qui doit être fait, puisque vous savez que c'est dans les 6 à 12 heures qu'un hématome périmédulaire doit être évacué pour décomprimer une moelle épinière. Et ce qui est reproché à l'anesthésiste, figurez-vous, c'est de ne pas avoir transféré le patient. Voyant qu'il ne s'est pas assuré que le message a été bien reçu par le chirurgien, et s'il s'aperçoit que ce message n'a pas été reçu et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le contacter, il transfère par un SMUR le patient dans une équipe au sein de laquelle on va pouvoir prendre en charge cette patiente, parce que l'aspect déontologique que vous évoquez est sûrement important. Et en fait, face à des complications type paralysie chez une patiente, parce qu'on n'a pas agi assez vite, il pèse moins lourd. Mais je sais que c'est très facile à dire et c'est très difficile à faire. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter en amont avec les chirurgiens, et c'est pour ça qu'il faut une bonne entente dans l'équipe soignante, de façon à ne pas arriver à ces extrêmes-là, parce qu'effectivement, on est coincé, c'est ce que je voulais dire simplement tout à l'heure. Il y a d'autres remarques, Patrick? Je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui. Pendant le remplissage, on peut commencer la noradrée. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et après, déontologie avant tout, le médecin dit cette remarque concernait la discussion précédente sur la décision de PEC chirurgicale. Voilà. Oui, non, mais la prise en charge chirurgicale, c'est le chirurgien qui va la faire, hein, c'est pas l'anesthésiste. C'est malheureux par moment, on aimerait bien être chirurgien aussi, mais bon, on ne l'est pas. Donc il faut appeler le chirurgien. Maintenant, quand il ne veut pas, c'est compliqué. Et on ne peut pas transférer vers un autre établissement un malade à opérer sans l'accord du chirurgien de l'établissement receveur. On est complètement d'accord. Hein. Donc, c'est complètement différent du chirurgien qui n'est pas joignable, et oui. on voit qu'on va être dans un créneau d'aggravation où là, il est du devoir de transférer.
C'est différent du chirurgien qui a opéré, qui est là et qui présente des arguments pour ne pas intervenir, qui ne nous semblent pas cohérents. Là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, effectivement... Et c'est malheureusement, je dirais pas fréquent, mais ça arrive. Donc il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne solution. On va essayer de convaincre. Bon, le bon traitement, Alors, le bon c'est la traitement, noradrénaline. 76 personnes ont répondu ça. Voilà. Alors, personne n'a répondu les autres? Non, si, il y a 1% qui a répondu la deuxième, 3% la quatrième et 1% la dernière. D'accord. Donc, Bon. Sur 76 votants, c'est bien quand même. Ok. Alors, la dopamine, il faut oublier. Il faut mettre à la poubelle ce médicament. Plus la peine de se faire chier dans une pharmacie d'avoir de la dopamine. Ça ne sert à rien. Il y avait un très beau papier, dopamine, bad médecine. Donc voilà, c'est tout, on enlève. Donc les recommandations, oui, il faut utiliser donc, la noradrénaline comme le premier vasopresseur. Donc un malade pour lequel on n'arrive pas à avoir 65 de PAM, il faut mettre en route la noradrénaline. Il ne faut pas attendre 3 heures, je l'ai dit en préambule, le cas clinique a été construit comme ça. Mais si on sent bien qu'avec 2 litres de remplissage, il ne se passe pas grand-chose, on peut bien évidemment commencer. Alors, les autres recommandations sont relativement précises. Si la noradrénaline ne fait pas grand-chose, on peut éventuellement y ajouter de la vasopressine. C'est le choix, c'est ajouter de la vasopressine au lieu d'augmenter les doses de noradrénaline vers des sommets qui ne servent à rien et qui sont peut-être éventuellement toxiques. Et puis, si un patient a, malgré la vasopressine et la noradrénaline, ça ne fonctionne pas, donc là, il faut passer à l'adrénaline. Et il ne faut pas utiliser la terlipressine. Donc voilà ce qui est recommandé. Donc, noradrénaline vasopressine et adrénaline. Donc voilà les schémas successifs qui sont proposés, en sachant que on a une foultitude d'études pour le premier choix. Pour les autres, c'est un peu moins fréquent, c'est ce qui est bien remarqué. Recommandations type weak, donc on ne sait pas trop, et il n'y a pas beaucoup d'évidence. Il n'y a pas beaucoup d'études qui le montrent, qui le confirment. Mais bon, ce sont les suggestions de ces recommandations. Une question, mais là, je pense que la réponse est facile. Est-ce qu'il faut tracer dans le dossier le refus du chirurgien qui refuserait de réintervenir alors qu'il est présent et que cela nous paraît important? La réponse, elle est oui, comme tout le reste, probablement. Alors, vous avez compris que ça ne met pas à l'abri d'être ennuyé quand même, mais c'est le minimum à faire. Oui, c'est suicidaire de ne pas le marquer, quand même. Oui, d'accord. Et je pense que, alors pour avoir été confronté, il faut tout tracer, y compris, et là, je vais un peu contre l'utilisation des portables. Si vous êtes dans un établissement qui a un standard, il faut passer par le standard pour appeler le chirurgien, pour que ce soit tracé. Il y a une trace officielle de l'heure à laquelle vous l'avez appelé et qui vous a dit non. Sinon, après, donc il faut vraiment tout border pour être certain que vous serez le moins embêté possible. Alors voilà, donc le schéma, Hervé, si tu veux commenter avec moi, donc la recommandation, donc première ligne, c'est la noradrénaline avec une cible à 65 mm de tension artérielle moyenne et pourquoi pas mettre un monitoring invasif, donc un cathé radial ou autre, enfin un cathé artériel pour pouvoir mesurer et avoir une surveillance en permanence. Si vous avez... Oui, vas-y Hervé. Non, juste pour dire que là, on doit se poser la question depuis un certain temps de savoir, je me mets à la place d'un praticien en libéral qui est un peu isolé. Nous, là, on évoque le cas comme si finalement on était déjà en réanimation. À partir de quand il faut transférer en réanimation? Parce qu'un des problèmes qu'on a en expertise, c'est les retards de transfert qui sont évoqués assez fréquemment. Je pense qu'il faut tenir compte du matériel à disposition. On est déjà en train de parler d'un cathéter artériel, etc., des gaz du sang éventuellement, etc. Je pense que chacun dans ces institutions doit essayer de trouver le bon timing qui doit être rapidement trouvé pour pouvoir justifier de transférer le patient, parce que
il va arriver un moment où on n'aura pas la possibilité de le surveiller correctement, de l'équiper correctement, etc., etc. Et je pense que quand on en est à mettre la noradrénaline, il faut déjà largement se poser des questions. Ça me paraît évident. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir une voie centrale et perdre du temps avec la mise en place d'une voie centrale. Il ne faut pas attendre ça pour mettre la noradrénaline. C'est vraiment le médicament à mettre en premier choix. Et on peut le mettre sur une voie périphérique en attendant de trouver une voie centrale. On peut monter la noradrénaline de façon relativement importante par voie périphérique. Il ne faut pas que ça dure. Et donc, il faudra trouver une voie centrale de toute façon à un moment ou à un autre. Il ne faut pas que ça retarde cette mise en route de la noradrénaline. C'est quelque chose également qui paraît important. Vous avez vu que sur les recommandations, la vasopressine, je ne sais pas si c'était traduit en milligrammes par heure, mais on parle souvent de noradrénaline en milligrammes heure. La recommandation finalement que tu nous as montré, Olivier, on a l'impression que déjà à 2 mg heure de noradrénaline, il faudrait passer à la vasopressine. C'est probablement un petit peu tôt. On est d'accord qu'on peut encore monter un peu en noradrénaline avant d'utiliser la vasopressine. Maintenant, la question, c'est est-ce que chacun d'entre nous dispose de la vasopressine? Ça, c'est une question qu'on pourrait poser également à ceux qui nous font le plaisir de partager cette soirée avec nous. C'est peut-être pas évident pour eux. Donc, tout ça doit tout de suite orienter le transfert du patient en réanimation. C'est là-dessus que je voulais insister. Il y a plusieurs remarques, Patrick. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a plusieurs corticoïdes, oui, quand, comment Après. Après. Intérêt de lévocimandant et posologie de vasopressine en seringue autopoussée. Je sais après. Après. Après, très bien. Après, donc. Dans l'idéal, moi, je dirais, l'expérience positive, c'est vous commencez à réanimer le malade, il va au scanner, le chirurgien l'opère, au bloc, forcément, il va avoir besoin de noradrénaline parce que l'intervention chirurgicale va un petit peu modifier les choses. On peut profiter de ce moment pour mettre une voie veineuse profonde et un cathé artériel si on est plus d'un. S'il n'y a qu'un anesthésiste et un chirurgien, c'est galère, on peut considérer que ce n'est pas possible. Et puis en sortie de bloc, il va en réa, quoi. Voilà, ça c'est le cheminement idéal. Mais bien évidemment, la réalité est loin de ça. Alors, concernant le lévocimandant, donc les recommandations sont non. Voilà. Donc, il faut pas l'utiliser. Et si le malade a une dysfonction ventriculaire qui apparaît au cours du choc septique, ce qui est fréquent, il faut ajouter donc la dobutamine à la noradrénaline ou bien faire un switch vers l'adrénaline seule. Donc voilà les recommandations qui sont faites actuellement. On a utilisé dans le service le lévocimandant. Je dirais pourquoi pas, mais décalé. C'est pas un médicament de tout de suite. C'est pas un médicament des premiers jours, des premières heures. Et la poso bien. Vas-y, Hervé. Vas-y. Non, je disais, là, ça illustre bien finalement le fait que pour savoir s'il y a une cardiopathie sous-jacente, il faut avoir un débit cardiaque ou une écho. Et là, ça devient compliqué quand on est isolé, etc. On sent bien que là, le malade doit être parti en réanimation. Là. C'est-à-dire quand on commence à se poser la question de ce qui va suivre la noradrénaline, etc., on n'est plus dans une pratique où on est isolé. Là, il faut du monde autour. Oui, quand on commence à jouer sur le remplissage, les résistances, le débit, il faut effectivement avoir un peu de matériel. Alors la réponse, la dose de vasopressine, je ne la connais pas. Peut-être qu'Hervé peut essayer de trouver la dose de vasopressine pendant que je parle sur autre chose, mais je ne la connais pas. De mémoire, comme ça. Bon. Plus une remarque, une question. De la même façon, s'il n'y a pas de place en réa dans le CHU du secteur, vous devrez gérer votre malade. Tenter la réachir, la réamed, la réapneumo, cardio, et après vous êtes tout seul avec le patient. Ça, c'est du vécu. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est du vécu, c'est la réalité. Quoi. Bien sûr. Il n'y a pas si longtemps que les malades tels que celui-là, à l'époque du Covid, où tous les services de réa étaient pleins de Covid, ils étaient gérés en salle de réveil comme on pouvait. Hein. Donc, mais voilà. Hein. Bon.
Alors, le malade va mieux sous noradrénaline, il est opéré, et donc pendant l'intervention, on a déjà répondu. Hein. Qu'est-ce qui vous paraît adéquat? Donc, voie veineuse profonde, soins de gants, cathé artériel, place dans un service de réanimation et mise en place d'un système de mesure du débit cardiaque par système PICO. Les bonnes réponses, hein, c'est cathé radial, service de réa et voie profonde, on l'a déjà répondu hein, à ces questions. Avec la problématique, effectivement, des services de réa qui ne prennent pas, qui ne veulent pas prendre, qui n'ont pas de place. Il est aussi difficile, pour avoir travaillé, moi, en bout de chaîne, c'est aussi difficile si le malade n'a pas été réopéré. Hein, on parlait tout à l'heure de ce problème déontologique. On avait tendance, nous, à prendre que les malades qui avaient été réopérés. Hein, parce que si le chirurgien ne veut pas faire, le nôtre, il ne va pas vouloir non plus. Bon, voilà. Problème d'ego de chirurgien. Alors, l'intervention chirurgicale consiste en une toilette péritonéale, suture de la fistule. En post-op, le malade va en réanimation dans l'établissement, c'est beaucoup plus simple. L'hémodynamique est stable. Est-ce que, donc par rapport aux propositions suivantes, qu'est-ce qui vous paraît bien? Mise en route d'un traitement par l'hémisuccinate d'hydrocortisone, perfusion de bicarbonate parce qu'il était encore un petit peu acide, instauration d'un traitement par le fluconazole ou par une échinocandine, et mise en route d'un traitement par l'antithrombine. J'ai lancé. Merci. Donc, vous voyez, est-ce qu'on élargit le spectre de l'antibiothérapie? Est-ce qu'on tamponne un peu le malade comme on pouvait le faire il y a 30 ou 40 ans? Est-ce qu'on met des corticoïdes sous forme d'hémisuccinate? Hein, ça a été une grande tendance avec beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et puis, est-ce qu'on met en route de l'antithrombine, donc ce médicament miracle hein, qui avait été préconisé il y a quelques années, où en est-on? Vas-y, Alexia. Donc, Alors, avant qu'il réponde, juste, je réponds à la question qui a été posée par quelqu'un sur la dose de vasopressine. C'est 0,01 à 0,05 unités par minute. En général, 0,03. On est dans le range. Ça, c'est la première chose. Et sur la terlipressine, il ne faut pas l'utiliser pour ceux qui l'auraient parce que ça donne une vasoconstriction majeure des coronaires et d'autres organes qui sont importants. Et donc, je pense qu'actuellement, tout le monde est d'accord sur l'utilisation de la vasopressine et pas de la terlipressine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, il y a 44 répondants. La majorité a répondu la première réponse. D'accord. Et après, on a quand même une bonne partie la troisième. Voilà, je montre la bonne réponse. C'était bien la 1, effectivement. Donc la bonne réponse. Et alors, je vais expliquer pourquoi ces réponses. Donc les recommandations 2021 concernant l'hémisuccinate d'hydrocortisone, donc c'est oui, dès lors que vous instaurez un traitement vasopresseur. C'est-à-dire que si vous avez rétabli l'hémodynamique et une pression artérielle supérieure à 65 sans vasopresseur, que par le remplissage, il ne faut pas faire d'hémisuccinate d'hydrocortisone. Si vous avez besoin de noradrénaline, vous êtes autorisé à mettre de l'hydrocortisone. Hein. Donc voilà, c'est le non-répondeur en remplissage seul. Est-ce qu'il faut faire une correction de l'acidose? Donc la réponse c'est ouais, si le pH n'est pas revenu à plus de 15, à 7,15, on peut au-dessus, on peut mettre des bicards, mais bon. Ça, c'est les malades qui sont moribonds. Il n'y a pas d'études bien là-dessus. Donc, en tout cas, ça ne fait pas partie du traitement initial, la canalisation des malades. Concernant l'antithrombine, donc la réponse est simple, c'est non, non, non. Ce médicament, je crois d'ailleurs, n'est plus disponible. C'est un peu compliqué, hein, parce que c'est une étude, il y a eu des études de niveau international, multicentrique, hein, qui suggéraient que l'antithrombine 3 était un médicament indispensable. On était presque traité de malfaisant si on n'en faisait pas à tous les malades. Ça coûtait une fortune, ce qui rendait difficile l'usage chez tous les malades. Et puis en fait, on s'est aperçu que il y avait beaucoup de biais dans l'étude et que finalement les résultats qui étaient fournis n'étaient peut-être pas les bons. Et donc ça a été finalement enlevé.
Alors, concernant le traitement antifongique, donc j'avais proposé fluconazole ou une échinocandine. Donc, il n'y a pas de critères très précis. Il y a des critères qui sont issus d'une étude multicentrique qui avait été faite par Hervé Dupont, qui est le réanimateur chirurgical du CHU d'Amiens et grand spécialiste de la péritonite et des agents fongiques. Et donc, il a construit un peu un score et il s'est dit, voilà, il faut qu'il y ait au moins 3 de ces 4 critères pour instaurer un traitement antifongique au cours d'une péritonite. Donc, défaillance hémodynamique, c'était le cas de notre patient. Sexe féminin, ce n'était pas le cas. Chirurgie sus-mésocolique, ce n'était pas le cas. Et antibiothérapie depuis plus de 48 heures, ce n'était pas le cas. Donc, le patient, normalement, ne doit pas avoir de traitement antifongique. Après, je ne condamnerai jamais un médecin qui mettra un traitement antifongique parce que c'est tellement mal, je dirais pas mal codifié, mais c'est tellement incertain comme recommandation que aller dans un sens ou dans l'autre sens, ce n'est pas forcément une idée toujours stupide. Donc voilà, sur les recommandations. Donc sur l'hydrocortisone, donc à la dose donc, de 200 mg par jour, avec, c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, soit 500 mg toutes les 6 heures, 50 mg toutes les 6 heures, soit 200 mg à la seringue, il n'y a pas de différence. Donc pourquoi pas aller au plus simple, avec une injection intraveineuse, et pas mobiliser une SAP. Pas d'utilisation de bicarbonate de sodium. Et puis, donc voilà, c'est la justification de nos réponses. As-tu des commentaires, Hervé ? Oui, juste l'hémisuccin hydrocortisone, c'est une recommandation faible, comme vous l'avez remarqué. Je pense qu'il y a des believers et des moins believers. Nous, en France, on a un believer en la personne de Djilali Hannan, mais il y a à l'international des spécialistes également de la question qui sont moins believers de l'hémisuccin hydrocortisone. Bon, néanmoins, il faut l'utiliser. Il y a pas, ça fait pas de débat, mais juste, on a le droit d'avoir en tête que c'est quelque chose qui se discute parmi les spécialistes, même si on recommande de le faire. Ce que je peux ajouter par expérience, c'est soit ça sert à quelque chose, soit ça sert à rien. Mais c'est pas délétère. C'est déjà pas mal. Ça ne semble pas délétère. Donc voilà, on y croit, on n'y croit pas, comme tu dis. Mais c'est pas, il faut pas se battre. Ça paraît pas nuisible. Bon, dernière chose. Vous avez appelé la famille quand même. C'est la moindre des choses. Le papé il retourne au bloc. Il est très malade. Et donc, il faut, je pense, prévenir toujours les familles du pronostic, même si, là aussi, par expérience, ne comprennent pas ou n'entendent pas ce qu'on leur dit. Ça fait partie d'une étude multicentrique française où, pour les patients de sombre pronostic, il y avait un entretien prolongé de plusieurs dizaines de minutes entre un médecin formé à l'annonce des mauvaises nouvelles et la famille. Et ensuite, cette famille était contactée le lendemain par quelqu'un des sociétés françaises de réanimation pour demander à la famille ce qu'elle avait compris. Eh bien, quel que soit le niveau de base, ils ne comprennent pas, parce que je pense qu'un certain nombre de familles ne veulent pas entendre. Bon, donc, il faut faire l'information en sachant qu'elle est plus ou moins bien comprise. Donc, à votre avis, quelle est la mortalité d'un choc septique ? Moins de 10%, 25-50, plus de 50, plus de 75, ou bien vous n'avez aucune idée de la chose. Donc là, on vous laisse une petite minute de réflexion. C'est lancé, Olivier. Il y a déjà une nouvelle tendance sur les 37 répondants. Bon, déjà, on en a un certain nombre qui sont restés jusqu'au bout. Oui, absolument. On a eu jusqu'à 78 répondants sur les précédentes questions. Donc, merci à vous d'être toujours là. C'est bien. Il faut juste espérer que ce ne soient pas tous des très bons, parce que ça voudrait dire qu'on ne sera pas très efficace en termes d'impact, puisqu'ils sont très bons. Et voilà, mais bon. S'ils sont très bons, ils vont rester très bons. C'est une bonne nouvelle. C'est une barre, mais nous, on n'avait pas de doute quant à ceux qui sont très bons. Et ce qu'on veut, c'est essayer de pousser tout le monde vers le haut. Ouais. Et donc, voilà, c'est ça. C'est ça l'intérêt de Brancher TV, finalement, Hervé. C'est ça que tu veux dire ? Absolument. Mais là, j'observe qu'ils répondent plutôt bien, quand même.
Ouais, c'est des bons élèves. Ils sont peut-être déjà venus aussi l'année dernière. Peut-être. On a changé les réponses, les cas cliniques, on a tout changé, mais ils ne sont pas piégés, c'est vraiment des bons. Vas-y. Alors là, du coup, la majorité a répondu 25-50 et 20% ont répondu au-dessus de 50%. Ok, et ben voilà. La bonne réponse, c'est là. Donc c'est parfait. Ouais, c'est une maladie très grave. Hein. Et donc voilà un petit peu la conclusion. Donc vas-y Hervé, je te laisse. Les take-home messages, c'est important. Alors, juste pour revenir sur la mortalité, peut-être que 50% c'était avant. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits dans la prise en charge du choc septique qui font que aujourd'hui on en est à 25-50% parce qu'on connaît l'urgence à faire ce qu'on a dit qu'il fallait faire, les antibiotiques, l'intervention chirurgicale, etc., la noradrénaline. Et donc, c'est pour ça qu'on est à 25-50 plutôt. Donc, les take-home messages, pour revenir dessus, se déplacer, vous avez compris que c'était fondamental, on se fait trop piéger là-dessus. C'est extrêmement difficile à distance de sentir si un patient est grave ou pas grave. Et donc, de toute façon, au moindre doute, il faut se déplacer. Et si vous mettez en place quelque chose, encore une fois, par téléphone, assurez-vous que quand il n'y a pas d'urgence pressentie, quand les paramètres vitaux n'ont pas commencé à bouger, assurez-vous que ce que vous avez fait est efficace ou pas, auquel cas il faut se déplacer dans la demi-heure qui suit l'appel. L'antibiotique, donc dans le cadre de toute façon d'un choc septique, c'est se déplacer, ça, il n'y a pas de discussion. L'antibiothérapie, elle est urgente, je pense qu'on l'a dit, chaque heure perdue est une heure perdue en termes de pronostic pour le patient, on ne peut pas accepter ça. Moi, je dis aux internes à chaque fois, imaginez que ce soit quelqu'un de proche, vous n'allez pas jouer avec ça, et donc on fera la même chose pour les patients. Traiter urgemment la porte d'entrée, le chirurgien, il faut s'entendre avec lui, il faut plutôt avoir des bons, il faut le secouer, il faut discuter, il faut le convaincre. Le remplissage, il est important, un remplissage qui est massif, on a utilisé ce terme à plusieurs reprises avec des cristalloïdes et une solution plutôt équilibrée, plutôt balancée. Et donc, la noradrénaline vient rapidement, l'hémisuccinate-cortisone, on vient d'en parler, et la surveillance et la traçabilité, évidemment. Et je rajouterai à ça le take-home message, c'est transférer aux patients, c'est ayez une bonne relation avec la réanimation du coin. Il faut mettre les égos de chacun de côté. Ce qui prime, c'est l'intérêt du patient, et donc avoir une bonne relation avec la réanimation du CHU ou d'un autre établissement privé qu'à une réanimation, c'est fondamental parce qu'on trouvera toujours la place, plus ou moins rapidement, en switchant un autre malade pour trouver de la place pour ce choc septique. Et donc, c'est fondamental de préparer ça en amont, d'avoir des conventions entre l'établissement privé et la réanimation, qui est la réanimation que vous privilégiez, pour justement ne pas retarder le transfert du patient. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter donc sur l'antibiothérapie urgente, donc elle est quand même relativement codifiée, mais si vous êtes dans la difficulté, ne sachant pas quoi choisir, quoi faire, donc je rappelle, donc, le H24 infectiologie est branché, donc on est un certain nombre d'infectiologues à répondre au téléphone 24 heures sur 24. Donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas quelle molécule ou s'il faut en mettre, téléphonez. On commence à avoir un réseau, je dirais, amical de gens qui appellent, qui appellent ensuite pour nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé. Donc c'est à la fois très important pour vous et très agréable pour nous. Donc n'hésitez pas à nous appeler, hein, on est là pour ça. Et donc on vous donnera, c'est essentiellement Eric Senneville et moi, hein, donc la recette qui est a priori la plus appropriée pour le patient dont vous nous aurez parlé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien non, de moi j'ai spécial. pas de questions Pas de supplémentaires. questions, non. 76 répondants sur la dernière réponse. Donc finalement, tu vois Olivier, la majorité était quand même là. Parfait. Ils sont restés jusqu'au bout. Merci à tous. Merci Olivier. Merci Hervé à distance. Merci Patrick Georges. Qu'on retrouve le 16 février, Patrick Georges en live sur Branché TV pour une soirée consacrée à la revue Morbi Mortalité.
en compagnie du docteur Mathieu Clauzon, également anesthésiste réanimateur. On a déjà fait ce live l'an passé également, mais c'est toujours bien de le refaire. En quelques mots, Patrick Georges, on va parler de quoi pendant ce live pour ceux qui l'ont pas fait? On va parler de l'intérêt qui n'a certainement pas baissé, puisque maintenant, ça fait partie des méthodes préconisées partout, mais surtout de la mauvaise utilisation réelle ou potentielle des résultats d'analyse qui sont faits pendant cette ERMM, la traçabilité et qu'est-ce que ça devient, parce que là, ça peut se transformer en bombe à retardement si c'est mal fait, si ça tombe entre de mauvaises mains. C'est donc un live qui s'adresse aux chirurgiens et aux anesthésistes. Absolument, oui. Tout la RMM, c'est par définition même quelque chose d'équipe, donc ça concerne tout le monde. Super, donc c'est le 16 février, jeudi 16 février, vous serez peut-être en vacances, mais prenez le temps quand même de vous connecter le soir. Pour ce live, si vous êtes arrivé un peu en retard, le live du jour, le replay sera disponible dès demain. Je tiens quand même à remercier encore les formateurs et à vous dire que vous avez reçu beaucoup de messages, là à l'instant, des participants qui vous remercient pour ce topo toujours très instructif, pour le format très intéressant. Et en tant que chirurgien, merci pour toutes ces explications. Voilà, donc merci à vous d'être toujours fidèles parce que c'est souvent les mêmes noms qu'on voit. Donc merci aux médecins d'être toujours sur Branché TV. À très bientôt. Vous pouvez donc voir tous nos prochains lives et formations sur le site www.branchetsolutions.fr. Voilà, normalement ça devrait s'afficher. Branchetsolutions.fr qui est donc le site où vous avez tous nos services. Vous avez aussi toutes les explications sur le H24 et notamment sur le H24 en infectiologie avec le numéro unique, etc. Vous pouvez donc vous inscrire au live et aux formations sur ce site. Si vous voulez nous suivre, vous avez également le compte Instagram Branché TV. Voilà, donc là, ça s'affiche aussi. Et on vous enverra un questionnaire de satisfaction. Normalement, je ne sais plus s'il y a le QR code ou pas, je ne me souviens plus. Mais dans tous les cas, vous aurez un questionnaire. Merci à tous. Très belle soirée et à bientôt sur Branché TV. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.